Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire organisé par Qualitéval. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler des éléments de preuve avec comme sujet collecter les éléments de preuve pour une évaluation sereine. Donc, comme toujours, je vous invite à vous présenter dans le chat. Vous avez un bouton de chat en bas à droite de votre écran. Voilà, ça vous permettra de savoir qui est là. Merci aussi de nous préciser si le son et la vidéo est OK pour vous de votre côté. Comme ça, au besoin, on fait les corrections nécessaires. Je suis aujourd'hui accompagné par Charlotte Bouget. Charlotte, je vais te laisser te présenter, puis je me présenterai juste après. Bonjour à tous, donc oui, je suis Charlotte Bouget, responsable qualité de formation et formatrice sur toute la partie démarche qualité, gestion des risques et évaluatrice des ESSMS. Et je suis ravie d'être avec vous pour parler de ce sujet qui nous tient tous à cœur sur la collecte des éléments de preuve, du coup, en vue finalement d'une évaluation sereine. C'est ça, merci Charlotte. Donc moi je suis Antoine Maître, bon, vous avez l'habitude, c'est moi qui organise les webinaires de Qualitéval. Je suis aussi le responsable du développement du logiciel, donc je suis votre interlocuteur privilégié notamment pour les évolutions du logiciel. Et suite au retour de certains clients, on verra en fin de webinaire, je vous ferai une petite avant-première sur des évolutions qui arrivent là tout prochainement dans le logiciel. Donc c'est toujours l'occasion de discuter, d'échanger avec vous pour ça. Donc un webinaire qui va durer à peu près 1 heure avec une quinzaine de minutes réservées si vous avez des questions à la fin. Donc les questions, s'il vous plaît, posez-les dans l'onglet questions que vous avez là aussi en bas à droite à côté de l'onglet du chat. Comme ça nous permettra de les afficher, de pouvoir y répondre et que tout le monde voit les questions posées. Ça vous permet aussi, si vous le souhaitez, de voter pour des questions déjà posées qui vous intéressent pour voilà, les faire remonter. Comme d'habitude, donc les participants recevront le support du webinaire. Je vais anticiper la question parce que en général, elle est là à chaque webinaire. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous recevrez le support. Vous aurez également accès au replay de cette vidéo et comme d'habitude pour les clients du logiciel, vous retrouvez les vidéos, les enregistrements de l'ensemble des webinaires dans le logiciel directement, dans le centre d'aide, vous avez l'habitude. Alors, on va commencer par un petit sondage. Voilà. On va vous demander, est-ce que vous avez déjà passé votre évaluation? Donc, est-ce que votre évaluation avec la réforme HAS, la nouvelle évaluation, est-ce que vous l'avez déjà passée dans votre structure? Oui ou non? Si oui, est-ce que vous avez rencontré ou pas des difficultés avec les éléments de preuve? Et sinon, est-ce qu'elle est programmée ou est-ce que vous n'avez pas encore de date de programmation? Donc, je vous invite à répondre à ce questionnaire et puis on va comme ça pouvoir lancer un petit peu les débats, analyser les retours. Voilà, je vais jongler avec les différents éléments. Alors pour l'instant, on est sur une majorité de personnes qui n'a pas encore passé son évaluation. Du coup, un auditoire qui est friand des conseils qu'on pourra tirer de ce webinaire sur les éléments de preuve. On a 62% qui ne l'a pas encore passé, mais pour laquelle elle est programmée, 25-26% pour laquelle elle n'est pas encore programmée, et 14% qui a déjà passé, mais qui a rencontré des difficultés avec les éléments de preuve. Et tous ceux qui n'ont pas rencontré de difficultés et qui l'ont déjà passé ne sont pas présents aujourd'hui, n'ont pas jugé utile de suivre notre magnifique webinaire du jour. Eh bien, écoute, je te laisse la parole, Charlotte, pour la suite. Oui, merci Antoine. Du coup, effectivement, ce sondage montre que ce webinaire va vous être fort utile. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi au niveau des questions, comme l'a pu le dire Antoine. Et pour les quelques personnes qui ont déjà passé leur évaluation, bravo à vous. Et avec des difficultés avec les éléments de preuve,
On va y revenir parce qu'effectivement, durant la durée de l'évaluation, c'est souvent la partie qui est la plus complexe pour nous tous et pour vous tous sur ces sujets-là. Alors, avant finalement même de rentrer dans le vif du sujet, on va reprendre un petit peu les bases sur la démarche qualité et le dispositif d'évaluation de la HAS. On le connaît tous, mais c'est toujours bien de repartir sur les bases pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on a bien tous les mêmes définitions. Qu'est-ce que la qualité? Alors, déjà, finalement, pourquoi on met autant d'énergie dans cette démarche qualité? On va dire qu'on va avoir 3 grands piliers par rapport à ça. La première, effectivement, c'est l'amélioration continue. Ça, je pense que vous en entendez parler tous les jours. Effectivement, chaque fois qu'on parle de démarche qualité, on parle de démarche d'amélioration continue. Pourquoi? Parce que tout établissement, toute structure, quelle qu'elle soit, finalement, même très performante, a toujours des axes de progrès. La démarche qualité, même si effectivement elle est contraignante, on va le voir, ce n'est pas une sanction. La démarche qualité, c'est finalement un moteur d'évolution de nos pratiques, une manière de pouvoir analyser nos pratiques par le biais de l'évaluation en ce moment, mais aussi par rapport à d'autres audits qui peuvent être possibles. Et du coup, de ces pratiques, de pouvoir les faire grandir et de pouvoir corriger les écarts quand on détecte des écarts. Un exemple, par exemple, sur les événements indésirables, on a un événement indésirable qui se produit avec effectivement une erreur d'administration du mauvais médicament au mauvais patient, au mauvais résident. Grâce à un retour d'expérience, finalement, on va décider tous ensemble de renforcer la double vérification avant l'administration. On voit bien que dans cette démarche-là, on n'est pas du tout sur une démarche de sanction, mais une démarche de sécurisation de nos pratiques professionnelles. Et c'est vraiment tout l'objectif de la démarche qualité et même de cette démarche d'évaluation, c'est effectivement de pouvoir réfléchir à tout ce qu'on fait de bien et aussi de pouvoir corriger petit à petit nos axes de progrès. Cette démarche qualité, elle a aussi effectivement comme finalité principale la satisfaction des personnes accompagnées. Nos missions sont évidemment centrées sur les personnes accompagnées, leur satisfaction, leur bien-être, leur santé, leur autonomie, et j'en passe. L'objectif de tout ça, évidemment, c'est effectivement de rendre la personne accompagnée acteur, actrice de sa prise en charge. Et enfin, un dernier point aussi, la démarche qualité, c'est aussi se mettre en conformité réglementairement parlant, respecter les lois, les différents décrets. On en a en plus un certain nombre qui sont arrivés ces dernières années. Les recommandations de bonne pratique, ces fameuses RBPP aussi. Voilà, ça nous permet aussi, cette démarche qualité, de pouvoir respecter tout ça. Hop, dans l'autre sens. Par rapport à ça, du coup, le petit rappel, vous devez bien déjà être tous au courant de ça, mais c'est toujours bien de le rappeler sur cette structuration du référentiel HAS. On a 3 chapitres. Sur ces 3 chapitres, on a des temps avec les personnes accompagnées, les professionnels et l'établissement, c'est-à-dire la gouvernance. On a 9 thématiques qui vont nous permettre de balayer l'ensemble du référentiel et l'ensemble de votre accompagnement. 42 objectifs et 157 critères. Les critères, finalement, ça va être ces points d'évaluation que l'on va questionner. Alors oui, rien qu'en voyant ça, on se rend compte que c'est dense. Oui, c'est dense, ce référentiel. Pour ceux qui l'ont déjà passé, vous l'avez vécu. Mais aussi, c'est bien structuré. Une fois qu'on a compris la logique de la HAS, le référentiel est structuré pour avoir cette vision la plus globale de votre accompagnement. Ce qui est important aujourd'hui, du coup, par rapport aux éléments de preuve, c'est de comprendre que pour chaque critère, et même en allant plus loin, pour chaque élément d'évaluation, on va avoir finalement plusieurs types d'évaluation.
on va à chaque fois avoir des entretiens. Différents types d'entretiens, que ce soit avec les personnes accompagnées ou leurs familles, les membres du CVS, pour les structures qui sont à obligation de CVS, les professionnels et l'équipe de gouvernance. Tout cela en fonction du chapitre et de la méthodologie qui doit être employée par la HAS. Dans tous les cas, ces entretiens, qu'est-ce qui est recherché? C'est de vérifier que le discours est cohérent entre toutes ces personnes-là. L'évaluateur va vouloir entendre, comprendre vos pratiques professionnelles, quelles que soient du coup les personnes qui vont être rencontrées et quel est le bénéfice finalement de tout l'accompagnement que vous proposez pour les personnes accompagnées. Comment vous faites et pourquoi vous le faites. Par rapport à ça, un exemple, si on prend du coup le respect des droits et libertés, on est en plus sur un critère impératif. Avec la personne accompagnée, finalement, on va vouloir savoir si elle connaît ses droits, cette personne-là. Avec les professionnels, on va vouloir savoir comment ils respectent les droits. Et avec la gouvernance, on va vouloir comprendre quels sont les moyens qui ont été déployés au sein de la structure pour faciliter l'exercice de ces droits et libertés. Déjà, on voit que sur une même petite thématique, on va avoir 3 types de questions avec des angles d'attaque différents pour comprendre est-ce que ces droits et libertés, c'est bien une vision collégiale qu'on en a. Par rapport à ça, et c'est là où on va se concentrer ensemble sur le reste du webinaire, la revue documentaire et les observations. La revue documentaire, finalement, on va vérifier que ce que vous dites, finalement, vous le faites réellement par rapport à des écrits. On va y revenir, bien évidemment, par la suite. Et il y a aussi également des observations. Il y a des choses, vous verrez dans le référentiel, qui ne peuvent pas forcément toujours être tracées ou qui vont pouvoir être tracées, mais qui vont également pouvoir être observées sur le terrain par les évaluateurs. Là-dessus, l'évaluateur, du coup, il va visiter votre structure et c'est un temps vraiment qui est important pour ressentir un petit peu l'ambiance, observer la vie de la structure et déjà avoir une première vision des choses. L'objectif, l'objectif finalement de tout ça, c'est de pouvoir finalement voir par l'observation, lire par de la revue documentaire et entendre que la qualité, c'est une réalité quotidienne. Alors, rentrons maintenant justement dans le vif du sujet sur un élément de preuve. Qu'est-ce qu'un élément de preuve? Déjà, c'est finalement tout ce qui va attester de manière formelle et donc écrite que ce que vous déclarez, vous le réalisez réellement. On va avoir différents types du coup d'éléments de preuve. On va les voir par la suite. Le premier, déjà, un grand élément de preuve que vous avez, c'est le dossier de l'usager. Alors là, je vous ai mis le dossier de l'usager informatisé, mais pour les personnes qui ne seraient pas encore informatisées ou pas 100% informatisées, le dossier papier, bien évidemment, rentre aussi en compte en élément de preuve. Ce dossier de l'usager, c'est le dossier qui va contenir toutes les données personnelles des personnes accompagnées, que ce soit des données administratives, éducatives, sociales, médicales et autres. Par rapport à ça, finalement, les avantages de ce dossier, c'est de pouvoir une accessibilité qui va être améliorée par rapport au dossier avec un partage simplifié des informations entre les différents interlocuteurs de l'accompagnement et aussi une protection des données renforcée avec du coup des éditeurs de logiciels qui ont des sécurisations spécifiques pour que ces données puissent être diffusées aux bonnes personnes et ne pas être diffusées aux personnes qui ne seraient pas concernées. Notamment, on pense tous dans ces cas-là aux données médicales. La partie médicale, du coup, doit être accessible à toutes les personnes du secteur médical et soignant, mais les personnes administratives et éducatives ne doivent pas avoir accès à cette partie-là. Par rapport à ça, le dossier de l'usager va être un élément de preuve qui va être
essentiellement recherché par les professionnels. C'est-à-dire quand vous allez être en évaluation et qu'il va y avoir des temps de rencontre avec les professionnels de terrain, le dossier de l'usager va être un élément de preuve quasiment à 70% des cas. Vous allez pouvoir trouver des éléments de preuve dans un dossier de l'usager quand on est sur la partie chapitre 1 avec les personnes accompagnées, ou quand on est sur le chapitre 2, sur le traceur ciblé, c'est-à-dire sur les pratiques professionnelles de manière plus globale, quel que soit le dossier du coup de la personne accompagnée. Par rapport à ça, le professionnel dit que oui, il évalue la douleur. Comment vous tracez cela dans le dossier de l'usager? Vous dites effectivement que vous accompagnez la personne dans l'administration de son traitement. Est-ce que du coup, c'est inscrit sur votre dossier de l'usager qu'il y a bien effectivement l'administration du traitement? La personne aussi participe à des activités et à de l'animation. Du coup, est-ce que vous avez pu cocher ses présences? Par exemple, ça va être des éléments de preuve très pratico-pratiques que pour la plupart de vous, vous tracez déjà au quotidien et qui vont du coup permettre de dire oui, je le fais et regardez comment je le fais. L'objectif de ce dossier de l'usager, c'est effectivement d'avoir une centralisation des données pour les personnes accompagnées, qui va permettre, comme vous le voyez écrit, une prise en charge qui va être globale, cohérente et personnalisée à la personne. L'objectif, effectivement, c'est de ne pas forcément toujours retrouver le même type de données, quel que soit le dossier de l'usager, mais vraiment en fonction des besoins et des attentes des personnes accompagnées. Pardon. D'autres éléments de preuve qui vont être effectivement importants, c'est les procédures, protocoles, mode opératoire, conduite à tenir, quel que soit le terme que vous utilisez. En tout cas, tout document qui va permettre de dire qui fait quoi, quand, comment, pourquoi et au bénéfice de qui. Par rapport à ça, si on va sur le référentiel HAS et qu'on fait finalement une recherche par mots-clés et qu'on cherche juste le terme procédure, on a déjà, j'ai regardé pour vous, 33 occurrences du terme procédure. Donc, on voit effectivement que dans les éléments de preuve, les procédures ou autres termes que vous voyez ici vont être des documents qui vont être utiles. Là-dessus, on va avoir, alors dans ces différentes occurrences, la HAS préconise, et on le verra après, ce ne sont que des préconisations, des procédures sur l'accueil du coup des personnes accompagnées, des procédures sur la douleur, des procédures en cas de contention, des procédures sur les fugues, les addictions, les chutes, etc. Et surtout, différentes procédures en lien avec les critères impératifs, une procédure sur toute la protection des données personnelles, donc toute la partie RGPD, une procédure ou plusieurs sur le circuit du médicament, une procédure sur toute la partie déclaration, gestion des événements indésirables et une autre sur les plaintes et réclamations, et une procédure aussi en cas de maltraitance et ou de violence. Par rapport à ça, effectivement, ces procédures vont être des éléments de preuve qui vont permettre d'attester que vous avez réfléchi sur le sujet, que vous vous êtes basé sur des lois, des réglementations et même des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour rédiger ces procédures qui nous permettent, dans les objectifs, de savoir qu'est-ce qu'on fait et quand on le fait et comment on le fait pour qu'on ait tous la même pratique. Concrètement, sur un événement indésirable, moi, salarié X, je ne trace pas un événement indésirable sur une fiche, et alors que moi, salarié Y, je trace les événements indésirables sur Qualitéval. L'objectif, c'est de pouvoir avoir la même pratique, quel que soit le professionnel, quel que soit le service, le secteur dans lequel on se situe. Ça permet une plus grande efficacité, parce qu'effectivement, après, derrière, l'objectif de déclarer un événement indésirable, c'est de le traiter. Si on a plusieurs modes de déclaration d'un événement indésirable, il y a des chances que derrière, cette déclaration n'arrive pas jusqu'au responsable et que du coup, le traitement ne se fasse pas.
Ces procédures peuvent également aussi permettre des prises de décision plus rapides. On a une personne qui a chuté, ben, concrètement, on a un document qui nous dit quoi faire. On a une personne qui a fugué, sorti inopiné, disparition, quel que soit le terme que vous employez. Ben voilà, à partir du moment où on se rend compte que la personne n'est plus dans notre structure, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, ces procédures nous permettent de savoir quoi faire, quel que soit le jour, l'heure, qu'il y ait un responsable ou pas, hein, que ce soit le jour, la nuit, que je sois ancien salarié ou nouveau salarié, je sais qu'est-ce que je dois faire ici dans la structure. Et on va avoir d'autres types d'éléments de preuve que j'ai appelés documents institutionnels. Tous les outils finalement en lien avec la loi 2002, hein, vous les connaissez, les 7 outils de la loi 2002. Je vous ai mis notamment le projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est un document vraiment socle hein, dans votre accompagnement au quotidien. Ce projet d'établissement, il permet de vous dire ce que vous faites aujourd'hui et où vous voulez aller d'ici les 5 prochaines années. Donc, c'est un document vraiment, alors, essentiellement qui va pouvoir être donné comme élément de preuve par la gouvernance, mais c'est presque un document que vous allez pouvoir citer comme élément de preuve quasiment à chaque question des évaluateurs. Vous allez aussi avoir les règlements de fonctionnement, la charte des droits et libertés. Est-ce qu'elle est bien affichée dans vos structures? Et est-ce qu'elle est affichée de manière lisible et accessible aux personnes accompagnées? Ou est-ce qu'elle est affichée en A4 et en écriture en police numéro 4 où personne finalement ne pourra la lire? C'est aussi tout ça qu'on va aller chercher. Par rapport au règlement de fonctionnement, ça me permet de faire une petite aparté aussi très rapide mais importante. Par rapport au process d'évaluation, vous avez un décret applicable à partir du 1er avril qui est sorti par rapport finalement à ceux qui ont passé les évaluations, à tout le dispositif finalement qui va être mis en place pour afficher les résultats. Par rapport à ça, pourquoi je vous en parle? Parce que les règlements de fonctionnement vont devoir du coup être changés, modifiés. Pourquoi? Parce que dans le règlement de fonctionnement, vous allez devoir intégrer comment la personne accompagnée ou sa famille peut avoir accès au rapport d'évaluation. Petit aparté fermé, mais qui va vous permettre effectivement pour tous ceux qui n'ont pas encore passé l'évaluation et ceux qui l'ont passé aussi d'ailleurs, de réviser votre règlement de fonctionnement en rajoutant un petit encart là-dessus. Ces documents finalement institutionnels elles vont permettre de vous donner finalement le cap hein, où on est et où on veut aller et de pouvoir encadrer cette pratique collective. On va également avoir tout un tas de documents personnalisés, c'est-à-dire finalement des documents, des trames que l'on a, que l'on va compléter. Des contrats de séjour, ce que j'appelle des documents à trous, hein, finalement, des documents sur lesquels vous allez mettre des informations personnalisées. Le projet personnalisé, projet d'accompagnement, PIA, PAI, PP, PAP, quel que soit le terme que vous utilisez, on a tous des termes différents, on parle tous de la même chose. On est sur un document bien évidemment, qui doit être personnalisé et qui va être, notamment le projet d'accompagnement, un élément de preuve qui va être fort utile dans toutes les questions et toutes les réponses que vous allez apporter aux évaluateurs. À partir du moment où votre PP a une construction effectivement qui est conforme aux recommandations de bonne pratique professionnelle, vous allez voir que ce projet personnalisé va vous aider dans la restitution des éléments de preuve. Et on va effectivement aussi avoir tout un tas de documents de suivi. Le plan d'action, hein, le plan d'action effectivement qui va être, on va dire, une feuille de route. Où est-ce qu'on veut aller dans les prochaines années? Tout un tas d'indicateurs qualité, hein, le nombre d'événements indésirables qu'on a eu sur l'année 2024, le nombre de plaintes, le nombre de chutes et autres. Et tout un tas de comptes rendus. Les comptes rendus de réunion, ce sont finalement des mines d'or pour les évaluateurs à partir du moment où vous avez bien construit vos comptes rendus de réunion. Rien ne sert
je vous le dis, de pouvoir écrire tout ce que vous dites en réunion mot pour mot. Mais en tout cas, les grandes thématiques qui sont abordées, oui, c'est important et oui, ça sera des éléments de preuve qui vont permettre d'attester des pratiques et surtout le partage de ces pratiques. Parce que l'objectif de l'évaluation, c'est aussi est-ce qu'on est bien sur une vision collective de cette démarche qualité? Et le compte-rendu de réunion permet de dire que oui, on en a parlé en équipe. Alors, au niveau des éléments de preuve, du coup, dans l'évaluation, on vient déjà un petit peu d'en parler, mais on va y revenir parce que effectivement, c'est toujours une question qui est sensible à ces éléments de preuve parce que ça prend du temps de tracer des éléments de preuve. Mais pourquoi tracer? Pour l'évaluation, comme je vous ai déjà dit, l'élément de preuve va attester ce que vous dites parce que ce qui n'est pas écrit est considéré comme non fait. Malgré toute la volonté que l'évaluateur va avoir de vous faire confiance, s'il n'y a pas d'élément de preuve, on ne peut pas attester que la pratique est réellement faite. Mais là-dessus, si vous ne tracez uniquement pour l'évaluateur, vous allez vous rendre compte que finalement, il va y avoir peu d'intérêt. L'objectif de tracer, c'est finalement de pouvoir y trouver l'intérêt. Pourquoi je trace cette information ? 99% des cas, pour pouvoir avoir une prise en charge globale, pour pouvoir partager tous ensemble cet élément qui me semble nécessaire finalement à être inscrit. Par rapport à cette traçabilité, c'est bien de le tracer, mais ce qui est surtout important, et on va le voir je pense après pour chaque diapo suivante, un document qui est écrit mais qui n'est pas connu ou qui n'est pas appliqué n'a aucun intérêt. J'ai une procédure chute dans ma structure, mais aucun salarié ne connaît cette procédure chute, finalement, c'est presque comme si le document n'existait pas. Par rapport à ça, par exemple, vous dites effectivement que vous accompagnez les personnes accompagnées dans la liberté d'aller et venir des personnes. Très bien, c'est une bonne pratique. Là-dessus, quels sont les éléments de preuve qui vont pouvoir attester cela? Par exemple, le règlement de fonctionnement de votre structure, un projet personnalisé, peut-être, et des entretiens, les témoignages des personnes accompagnées. Est-ce que concrètement, oui, j'ai la liberté d'aller et venir? Par rapport à ça, on a effectivement du coup après, vous le savez déjà, un système de cotation par la HAS. Le système de cotation de 1 à 4, on ne parlera pas effectivement de la partie étoile optimisation, mais déjà de 1 à 4, on va pas le détailler, vous voyez, c'est quand même des gros pavés. On vous a mis la référence réglementaire en dessous. Et pour tous ceux qui ont qualité VAL, c'est aussi inscrit finalement dans le module d'évaluation. Ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que en tout cas, on voit que si on est sur une cotation à 1 ou 2, c'est qu'on n'a pas d'écrit et qu'on n'a pas la pratique non plus. Donc, comme je vous dis, ce qui n'est pas écrit vaut une cotation faible, mais ce qui n'est pas pratiqué vaut également une cotation faible. Et c'est que l'ensemble des deux, avoir oui un document et oui une pratique, qui va vous permettre de valoriser toutes vos actions du quotidien et valoir une cotation de 3, voire finalement une cotation de 4. Donc, une pratique sans preuve, presque elle n'existe pas. Mais un écrit sans pratique est également totalement inutile. Alors du coup, comment on fait pour gérer tout ça et pour être prêt le jour de l'évaluation? On va dire 3 grands défis. Le premier, c'est de tracer tous ces éléments, toutes ces informations utiles. Le deuxième, c'est de pouvoir retrouver ces documents finalement de manière facilement. De mettre en place effectivement une technique pour garder en mémoire. Oui, effectivement, je le trace dans des comptes rendus de réunion, mais comment après pour l'évaluation, je vais pouvoir retrouver le compte rendu de la réunion qui en a bien parlé? Si je trace la douleur de la personne, comment je vais pouvoir après retrouver ces informations-là? Là-dessus, c'est tout un travail de classification de ces éléments pour éviter finalement la panique de dernière minute en évaluation
où on se retrouve encore en évaluation. Oui, en exemple, on a signé une convention avec la HAD. Je le sais, on l'a signée. Mais elle est où? Je ne sais pas. Là-dessus aussi, pendant l'évaluation, vous avez jusqu'à la fin de la visite pour pouvoir donner les éléments de preuve aux évaluateurs. C'est-à-dire que lors de l'entretien, vous ne trouvez pas le document. Oui, ça met à tous un coup de stress, mais vous avez jusqu'au départ des évaluateurs pour pouvoir leur fournir. Je ne la trouvais pas, c'est bon, je l'ai retrouvée, c'est bien. Voilà. Il ne faut pas le faire pour tous les documents parce que sinon vous allez vite vous sentir noyé là-dedans, mais pour quelques documents, c'est possible. Par contre, à partir du moment où les évaluateurs sont partis de votre structure, vous ne pouvez plus leur fournir d'éléments de preuve. Vous ne leur avez pas fourni à temps, tant pis pour vous. C'est rude, mais c'est la vie de l'évaluation. Et du coup, c'est également, je ne l'ai pas mis là, mais c'est s'assurer quand même, on y reviendra aussi, que les pratiques correspondent aux écrits. Hein, voilà. Quand on parle de la procédure fugue, on va dire la gestion des fugues, c'est une question qui va être posée aux professionnels de terrain. Si les professionnels d'eux-mêmes n'expriment pas qu'il y a une procédure fugue et ne le donnent pas en élément de preuve à l'évaluateur, c'est que finalement, cette procédure, même si elle existe, n'est pas connue des professionnels. Du coup, par rapport à ça, attention aux pièges, hein, toutes les pièges à éviter, les documents obsolètes. Vous fournissez par exemple un projet d'établissement aux évaluateurs qui date de 2019. Il est un peu vieux. C'est un projet d'établissement pour rappel 5 ans. Hein, donc là-dessus, effectivement, s'assurer que les documents, les éléments de preuve que vous avez, c'est des éléments de preuve qui sont toujours d'actualité. Attention aux incohérences aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport aux événements indésirables, les salariés indiquent qu'ils rédigent des fiches d'événements indésirables. Or, votre procédure vous dit que les salariés doivent déclarer sur Qualitéval les événements indésirables. Mais on a une incohérence entre la pratique et le document. Attention aussi aux lacunes documentaires qui va potentiellement aussi aller avec les documents obsolètes. Combler finalement tous les manques qui pourraient être détectés avant l'évaluation. On a pour le projet d'établissement le décret de février 2024 qui nous rappelle tout ce que doit contenir notre projet d'établissement, s'assurer effectivement que notre projet d'établissement respecte bien aussi toutes ces dernières réglementations. Et comme je le disais tout à l'heure, toute la méconnaissance des documents, il va falloir informer, former, sensibiliser les professionnels à tous ces documents. Souvent, dans la plupart du temps, l'équipe de gouvernance, oui, connaît ces documents. C'est souvent l'équipe de gouvernance qui les a créés. Mais si les professionnels ne sont pas à capacité de l'exprimer, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas fait. Passons un petit peu rapidement aussi sur la partie observation. Parce que finalement, ça va être, eux aussi, quand même, l'observation a elle aussi des éléments de preuve. Ne pas sous-estimer finalement cette visite d'établissement qui va durer entre 30 minutes et 1 heure avec les évaluateurs, plus en fonction des programmes de visite, vous allez pouvoir avoir différents autres temps d'observation qui vont être alimentés. Là-dessus, on va dire que vraiment, on va avoir 4 points importants qui vont ressortir. La visite de l'établissement, c'est pas juste un tour de la structure pour que l'évaluateur puisse se repérer dans les locaux. Ça va être aussi de pouvoir s'assurer de l'accessibilité de ces locaux. Est-ce que la structure est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'on n'a pas, par exemple, des bacs à douche dans les salles de bain si on est un EHPAD? Ça va être également observer la vie dans l'établissement. Les plannings d'activités, les activités réelles, les heures de repas, les différents lieux de vie qui sont à disposition des personnes. Ça va être aussi s'assurer des bonnes pratiques professionnelles. Est-ce qu'on frappe bien avant d'entrer? Alors aujourd'hui, je pense que tout professionnel qui va être rencontré, si on les questionne finalement comment vous respectez l'intimité de la personne, 100% des professionnels disent on frappe avant d'entrer. Oui, c'est une bonne pratique en théorie. Est-ce que finalement, dans la pratique, sur le terrain, vous le faites?
là-dessus, c'est l'observation qui va permettre à l'évaluateur de le dire. Et ça va être l'occasion aussi de vérifier tous les affichages obligatoires, que ce soit pour les personnes accompagnées ou que ce soit pour les salariés. Comme je vous disais, la charte, qui soit accessible aux personnes accompagnées. On a maintenant plein d'exemples de charte des droits et libertés en FALC, qui est une très bonne pratique, mais aussi effectivement tout l'affichage salarié avec l'affichage obligatoire, etc. Par rapport à ça, l'idée pour l'évaluateur, c'est de voir effectivement que la qualité finalement presque respire naturellement dans votre structure et que ce n'est pas juste une préparation pour ces 2 ou 3 jours de visite, mais que finalement c'est une pratique qui est rentrée dans les mœurs. Alors, rentrons un petit peu dans le détail sur des exemples d'éléments de preuve. Par rapport à ça, je vous ai, du coup, par rapport à chaque chapitre, donné quelques critères, pris un petit peu au hasard de ce référentiel. Le premier dans ce chapitre 1, c'est les professionnels informent la personne accompagnée sur l'offre d'activités sportives, socio-culturelles et de loisirs, recueillent ses attentes et respectent ses choix de participation. Des exemples d'éléments de preuve, ça va être des plannings d'activités, par exemple, qui sont souvent affichés dans votre structure, que vous avez sur vos ordinateurs. Ça va être des éléments de preuve que vous allez vous pouvoir donner, donc dans la partie éléments de preuve, revue documentaire, mais qui vont pouvoir être observés aussi dans la partie observation. Les projets d'accompagnement, vous allez pouvoir intégrer que cette personne participe à l'activité mémoire, par exemple. La participation effective à des activités, parce qu'effectivement, par rapport à ça, on a bien coché, par exemple, la participation aux activités. Là-dessus, ça peut être aussi des adhésions à des associations locales pour certaines personnes, où vous allez effectivement pouvoir accompagner la personne dans toute cette partie, vie sur le territoire. Des comptes rendus de commissions d'animation aussi, et autres. À chaque fois, vous allez toujours avoir des 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que là-dessus, on va le voir juste après, la HAS vous préconise des finalement éléments de preuve, mais vous avez vos éléments de preuve à vous. Et s'ils ne sont pas écrits sur le site de la HAS, sur le référentiel de la HAS, c'est pas grave, vous les avez, bien évidemment, mettez-les en valeur. Un autre critère sur les besoins, l'identification et l'évaluation des besoins en santé. Là-dessus, il va y avoir des bilans, par exemple, d'admission, des bilans de suivi, des rendez-vous médicaux, qui soient internes ou externes, avec des plannings qui vont être affichés, qui vont être disponibles. Ça va bien évidemment être des éléments de preuve. Un autre critère sur le refus et la réinterrogation du refus et des alternatives possibles face à ce refus, parce que ces refus sont tracés sur le dossier de la personne, et du coup là-dessus, le dossier de l'usager va, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, pouvoir être un élément de preuve à part entière. Est-ce que par exemple dans les transmissions, on a une transmission? Est-ce que dans les plans de soins, on a la possibilité de noter les refus? Des comptes rendus de réunion, si on a effectivement des refus systématiques répétés, du coup, est-ce qu'on en parle en équipe pluriprofessionnelle et potentiellement des modifications de prise en charge face à ces refus-là, qui peuvent être retrouvés dans les comptes rendus de réunion ou par rapport, par exemple, à une modification du plan de soins. Sur le chapitre 2, dans la partie professionnelle, je vous ai mis quelques exemples. Les professionnels soutiennent et accompagnent la personne dans le suivi de son parcours professionnel. Donc, tout le monde n'est pas concerné par ce critère-là. Mais pour les personnes qui sont concernées, on va potentiellement effectivement avoir le projet d'accompagnement, si vous avez effectivement un onglet en lien avec la partie professionnelle, des conventions de stage, des rendez-vous d'accompagnement sur tout le parcours professionnel, des rendez-vous à la mission locale, à des forums des emplois ou autres. Sur la thématique de la liberté d'aller et venir, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'on a le règlement de fonctionnement qui en parle? Est-ce qu'on a, si on a des restrictions à la liberté d'aller et venir,
des protocoles en cas de contention, un plan de soins qui indique des ordonnances, une annexe au contrat de séjour si on est un EHPAD et autres. Et enfin, un autre critère sur finalement la transmission de toutes les informations importantes et nécessaires aux professionnels qui prennent le relais par rapport à votre accompagnement. La majorité des cas, à chaque fois, ça va être le DLU, le dossier de liaison d'urgence qui va pouvoir être utile en cas d'urgence. Les fiches de traitement, des fiches navettes. Vous avez tout un tas de documents aussi qui permettent de communiquer avec les autres professionnels de l'accompagnement de la personne. Et enfin, sur le chapitre 3, plutôt du coup sur des questions liées à la gouvernance, sur le recueil et le traitement des événements indésirables. On a parlé tout à l'heure, une procédure de gestion des événements indésirables, une fiche de recueillement d'événements indésirables, ou si c'est sur le logiciel, effectivement, toute cette procédure de déclaration, les analyses de ces événements indésirables, des chartes d'incitation à la déclaration et toute autre information, des informations de communication, des comptes rendus de réunion, des formations, des sensibilisations et autres. Sur la partie bientraitance, on va avoir là tout un tas de documents aussi où vous allez parler de bientraitance, le projet d'établissement, les livrets d'accueil, que ce soit ou pour les personnes accompagnées ou pour les salariés, le règlement de fonctionnement, le règlement intérieur, les chartes de bientraitance pour ceux qui en ont créé, des commissions de bientraitance. Vous allez aussi pouvoir en parler en CVS, donc vous allez avoir effectivement tout un tas d'éléments qui vont pouvoir attester que oui, vous avez bien mis en place une stratégie de bientraitance. Et enfin, une autre thématique sur l'accueil et l'intégration des nouveaux professionnels dans ces cas-là, une procédure d'accueil et d'intégration des nouveaux salariés, des différentes fiches administratives que vous allez souvent donner aux professionnels pour qu'ils remplissent des éléments indispensables, des mails de bienvenue pour informer les équipes qu'il va y avoir un nouveau salarié, un livret d'accueil, un entretien formalisé, parce que du coup, effectivement, on est sur des éléments de preuve, de mi-parcours, de mi-période d'essai ou de fin de période d'essai, des rapports d'étonnement, des questionnaires de satisfaction et autres. Donc tout ça, tous ces exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples finalement qu'on peut recueillir finalement en étant évaluateur et à force de faire des évaluations, des accompagnements, on commence à rencontrer voilà, tout un tas de types de documents qui ressortent. Parce que si on se base effectivement sur la HAS, dans les fiches de la HAS, on a des parties consultation documentaire que je vous ai mis ici, une pour le chapitre 1, chapitre 2 et pour le chapitre 3. Dans la partie éléments d'évaluation, vous voyez écrit ici consultation documentaire et observation. Ces informations, elles sont fort utiles. Il ne faut pas se leurrer là-dessus parce que derrière, ça nous permet de savoir un petit peu quels sont les attendus. Mais comme vous le voyez dans le chapitre 1 et dans le chapitre 3, dans cette consultation documentaire, on va souvent avoir écrit tout document permettant d'attester que. Dans ces cas-là, ça peut être assez vague du coup, parce que tout document, ça vous permet, vous, d'avoir une majorité d'informations et de pouvoir mettre tous les éléments que vous voulez, mais ça peut être difficile de trouver cette partie-là, quels sont vraiment les éléments que vous allez donner. Et du coup, par rapport à ça, chez Qualitéval, on est en train de travailler sur ces éléments de preuve. Et du coup, je laisse la parole à Antoine sur cette grande nouveauté. Parfait. Écoute, je te remercie, Charlotte. Donc, effectivement, on a travaillé ensemble et puis avec d'autres collaboratrices pour définir des nouveaux éléments à proposer dans le logiciel pour vous accompagner dans votre travail à la fois d'auto-évaluation et à la fois de préparation à l'évaluation et à la visite. Donc, ça va se retranscrire de différentes manières dans le logiciel. Donc là, je vais vous montrer quelques éléments en avant-première. Ce n'est pas encore tout à fait disponible. On est pour l'instant sur notre serveur de test. Donc, vous allez pouvoir voir quelques éléments qui vont arriver dans les prochains jours. Voilà, donc je bascule sur notre serveur de test et là, je vais aller donc vous retrouver le fonctionnement et la présentation
habituel. Vous avez, on va dans le référentiel et je vais prendre un critère, voilà. Donc, on a d'une part retravaillé un petit peu la présentation des fiches pour intégrer ces nouveaux éléments qui arrivent dans le logiciel, donc qui vont s'ajouter à ce que vous aviez précédemment. Donc, vous conservez dans le haut eh bien, le positionnement de votre critère. Hein. Vous retrouvez dans le chapitre dans lequel vous êtes la thématique associée, l'objectif associé, bien évidemment le nom de votre critère. Et en dessous, c'est là que les changements commencent. On a séparé en deux les éléments. Sur la partie gauche, vous avez tout ce que vous avez à renseigner, à intégrer pour réaliser votre évaluation. Au centre, la note de votre critère et sur la partie droite, plutôt ce qui va être information pour vous accompagner, pour vous aider, des conseils et autres pour réaliser au mieux votre auto-évaluation et également vous préparer à l'évaluation et à la visite. Donc, comment est-ce que ça va se décliner? Eh bien, on a mis en avant, donc la première étape en général, ça va être de traiter les entretiens. Donc, chaque entretien, lorsque vous le réalisez, vous allez pouvoir cocher. Bon, ça c'est déjà ce qu'on faisait avant. Nouveauté, pour ceux qui le souhaitent, vous avez deux choix sur la cotation. Soit le choix de coter les éléments individuellement, et à ce moment-là, le logiciel va vous calculer le score global de votre critère. Donc là, ça vous permet d'être plus précis si vous souhaitez avoir la précision qu'on retrouve notamment dans Sinae, avec la cotation au niveau des éléments d'évaluation. Si jamais vous ne souhaitez pas faire ça, je vais basculer sur voilà, le critère suivant pour vous montrer l'exemple et puis je reviendrai ensuite. Si vous préférez avoir une cotation globale au niveau du critère parce que vous avez un petit peu moins de temps, parce que c'est plus simple pour vous de coter globalement, eh bien cette possibilité, elle est toujours présente. C'est-à-dire que vous ne cotez pas les éléments individuellement et vous avez la possibilité d'apporter la cotation globale directement au critère. À chaque fois, vous êtes guidé avec les précisions issues des documents de la HAS, donc qui vous indiquent ce qu'il faut remplir pour atteindre tel ou tel niveau de l'échelle qui est proposée. Voilà, on a fait évoluer aussi, comme vous l'avez vu, le code couleur. Je vais revenir sur l'exemple précédent qui était un petit peu plus complet. Donc, sur cette fiche, en dessous, on va retrouver les éléments de preuve, si ça veut bien. Voilà. On va retrouver la deuxième étape, c'est les éléments de preuve. Donc avant, on avait un texte issu de la HAS qui était, comme l'a indiqué Charlotte, parfois un petit peu flou, guidant, mais on ne savait pas bien ce qu'il fallait associer ou pas toujours ce qu'il fallait associer comme document. Et bien là, on a fait ce travail de pré-renseigner un certain nombre d'éléments de preuve pour chacun des critères. Donc, pour chaque critère, vous allez retrouver des éléments de preuve proposés. Vous allez toujours conserver la possibilité de rajouter vos propres éléments de preuve à cette liste. Mais pour tous ceux qui sont proposés, eh bien, vous n'avez plus qu'à les sélectionner, peut-être associer le document correspondant pour l'avoir facilement sous la main, pouvoir le sortir, l'afficher, le mettre à disposition du visiteur lors de la visite d'évaluation. Donc ça, c'était la deuxième étape. En face de ça, on vous a mis des éléments qui nous semblent pertinents pour vous accompagner. Donc en face des entretiens, on vous propose des questions évaluatives, des reformulations des éléments, des différentes questions qu'il faut se poser pour mener à bien correctement ces entretiens. En dessous, on va retrouver des conseils pour l'évaluation, des conseils pour préparer sa visite. Alors, il n'y en aura pas sur tous les critères parce que ce n'est pas toujours pertinent, mais on en a sélectionné un maximum pour vous accompagner. Comment bien se préparer à la visite, comment bien bien se préparer à l'évaluation. Bien évidemment, vous conservez la possibilité de consulter l'ensemble des références réglementaires associées aux critères avec, comme toujours, la possibilité d'accéder directement au texte de loi ou aux différents documents, hein, puisque
Juste par rapport aux questions, du coup, peut-être, du coup, j'ai commencé à répondre aux questions euh, pour, voilà, pour les personnes qui demandaient les références réglementaires. Ah, oui, du coup, par rapport effectivement à ce règlement de fonctionnement, le décret, il est sorti en décembre 2024, hein, donc c'est effectivement un décret qui est sorti plutôt récemment, avec une application au 1er avril 2025, donc c'est vraiment tout neuf par rapport à ça. Ce décret, effectivement, dedans, et je vous ai remis justement la partie exprès, sur demande faite auprès du directeur de l'établissement ou du service et selon les modalités précisées dans le règlement de fonctionnement, l'usager ou son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous aurez passé vos évaluations, vous allez du coup pouvoir mettre à disposition des personnes accompagnées le rapport. Ça ne veut pas dire qu'il soit affiché parce que c'est des rapports qui sont souvent très longs, mais qui puissent être disponibles et sur demande auprès du directeur, que le directeur puisse donner ce rapport à la personne qui le souhaiterait, en sachant que ce décret, quand vous allez tous le lire, indique aussi que la HAS va publier les rapports sur leur site. Donc là-dessus, toute personne aussi, même si elle n'est pas accompagnée chez vous, pourra avoir accès au rapport d'évaluation. Oui, alors là, ce décret, il est un petit peu plus vieux, même si il a juste un peu plus d'un an. C'était en février 2024, qui rappelle finalement un petit peu que doit contenir un projet d'établissement. Alors là-dessus, il n'y a pas de grande nouveauté par rapport à ça. Donc pour ceux qui sont passés à côté, s'assurer quand même que vos projets d'établissement sont bien conformes à tout ça. En tout cas, dedans, les deux points, on va dire, qui sont importants à soulever, c'est de bien avoir un chapitre sur toute la partie gestion de la maltraitance, donc prévention et gestion de la maltraitance. Ça fait en plus écho aux deux critères impératifs pour lesquels toutes les structures sont concernées. Comment on prévient les risques de maltraitance et une fois, si malgré tout ils sont arrivés, comment on les gère. Première partie importante dans ce décret. Deuxième partie sur justement toute la démarche qualité et tout le plan d'action qualité. Là-dessus, c'est souvent une bonne pratique que l'on voit dans vos projets d'établissement, mais est-ce qu'on a bien des fiches actions par rapport à ce projet d'établissement? Et du coup, est-ce que ces fiches actions, du coup, sont bien structurées, on va dire, sous forme de plan d'amélioration continue, c'est-à-dire on connaît bien, pas juste on a un grand objectif, mais on a bien un responsable, un pilote, quel que soit le terme qu'on utilise, et des dates d'échéance. Voilà, on va dire, pour les deux grandes parties de ce décret, mais il est quand même fort utile parce que les évaluateurs se basent sur ce décret pour s'assurer que votre projet d'établissement est bien conforme.
C'est ça, effectivement. Alors, par rapport aux personnes accompagnées, aujourd'hui, on va dire le 29 avril, et je pense à tous ceux qui vont regarder le webinaire après en replay. Donc, le 29 avril 2025, c'est minimum 3 personnes accompagnées. Par rapport à ça, c'est la seule information que l'on a aujourd'hui de la HAS. On n'a pas de maximum aujourd'hui. Mais bien évidemment, cela va évoluer en fonction du nombre de personnes que vous accompagnez. Vous êtes sur une petite structure, entre guillemets, vous accompagnez une trentaine de personnes accompagnées. On se dit que 3 sur 30, c'est plus ou moins représentatif. Par contre, 3 sur 100, ça l'est beaucoup moins. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, les évaluateurs, finalement, c'est eux qui vont indiquer le nombre d'accompagnés traceurs qui vont être rencontrés. Suite à ça, et du coup, suite aux premières, finalement, restitutions de la HAS sur les données 2023, la HAS s'est rendu compte que, comme ils avaient indiqué qu'un minimum et pas de maximum, tous les évaluateurs n'en faisaient que 3. Là-dessus, ça ne convient pas effectivement forcément à la HAS parce que derrière, effectivement, on n'a pas la même représentativité. Donc là-dessus, en début d'année, la HAS a lancé un groupe de travail avec différents professionnels de secteur qui se sont rencontrés le 10 avril, donc il y a vraiment peu de temps, pour pouvoir finalement déterminer des seuils d'entretien à réaliser en fonction du nombre de personnes accompagnées. C'était le 10 avril, c'était il y a peu de temps, donc aujourd'hui on n'a pas encore les résultats. Il nous avait dit normalement au mois de juin qu'on devrait pouvoir avoir les comptes rendus finalement de ces réunions et du coup avoir des informations plus précises. Ça restera toujours au minimum 3, mais en fonction du nombre de personnes accompagnées, ça pourra monter plus. Par rapport à ça, quel type de personnes accompagnées là-dessus aussi, je vous invite à regarder donc le référentiel en annexe. La HS vous explique, ou sinon dans la foire aux questions, au niveau des personnes accompagnées, le type, c'est-à-dire avoir des profils diversifiés. C'est les termes de la HAS. L'objectif, c'est que ces 3 personnes accompagnées ou plus n'aient pas exactement les mêmes profils pour pouvoir se rendre compte finalement de tout l'accompagnement adaptatif que vous mettez finalement auprès de chacun. Et au niveau des professionnels, si la question est toujours sur le chapitre 1, les professionnels, alors pour tous ceux qui le savent, sinon pour les autres, très rapidement, chapitre 1, on rencontre d'abord la personne accompagnée, puis les professionnels, mais les professionnels de l'accompagnement de cette personne-là. Donc, si je rencontre Madame X, après, je veux voir les professionnels de l'accompagnement de Madame X. Je ne veux pas voir les autres professionnels parce qu'on va parler de Madame X. Donc, à ce moment-là, ça peut être, c'est souvent 2-3 personnes. Mais si effectivement, il y a beaucoup plus de personnes qui interviennent et qui a un intérêt à ce qu'il y ait d'autres types de personnes, bien évidemment, ils peuvent venir à cette rencontre-là. Mais on se rend compte, effectivement, c'est souvent 2-3 personnes. Là-dessus, effectivement, sortir des documents papier, non. Si vous n'avez pas les documents papier qui sont imprimés, n'imprimez aucun document pour les évaluateurs. Parce qu'en plus, vous aurez une question sur le développement durable. Et si vous leur fournissez et que vous imprimez 3000 pages juste pour eux, ça ne démontre pas votre démarche de développement durable. Donc vraiment, non. Si vous les avez en papier parce que vous travaillez déjà avec des classeurs, vous pouvez tout à fait leur fournir. Mais ne le faites pas exprès pour eux. Ensuite, donc dans ces cas-là, c'est effectivement pouvoir avoir à disposition de vous les éléments de preuve de manière immédiate. Donc, effectivement, pour tous ceux qui ont Qualitéval et qui utilisent le module gestion documentaire, ça vous permet de retrouver les documents de manière très simplifiée.
hein, en sachant que c'est à vous de montrer les éléments de preuve à l'évaluateur. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, ben oui, c'est dans le projet d'établissement, la stratégie de bientraitance, débrouillez-vous. Non, c'est vous qui allez dire, c'est dans le projet d'établissement, regardez, on a un chapitre entrée, page 39, par exemple. Donc du coup, effectivement, de pouvoir avoir ces documents de manière structurée, que ce soit sur le logiciel ou que ce soit sur votre serveur, mais que vous connaissiez, vous, vraiment vous, les chemins d'accès pour y accéder rapidement, pour pouvoir donner quasiment dans l'immédiateté l'élément de preuve à l'évaluateur. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas l'élément de preuve sur vous parce que vous n'avez pas encore intégré ce document sur Qualitéval et qu'il est dans votre bureau, c'est pas grave, vous le notez bien dans un coin sur un post-it et vous fournissez l'élément de preuve avant que l'évaluateur soit parti. Et dans ces cas-là, il le prendra en compte. Alors, par rapport à cette conclusion, qu'est-ce que je peux te dire de tout ça? Finalement, un petit peu résumer tout ce qu'on a déjà dit, hein. Pour effectivement que votre évaluation se passe de manière la plus sereine possible, il faut anticiper. Plus vous vous préparez tôt à cette évaluation, autant en termes de questions qu'autant qu'en termes d'éléments de preuve, plus vous allez être serein. Par rapport aux expériences passées, on se rend compte qu'au niveau des entretiens, au niveau des questions qui sont posées, à 90%, vous savez quoi répondre. Parce que les questions de la HAS ne sont pas en contre-courant de vos pratiques. Mais du coup, quel élément de preuve qui va attester? Et c'est souvent là où vous avez le plus de difficultés à avoir. Donc, plus vous allez anticiper ce travail-là, plus vous allez être serein lors de l'évaluation. Soyez rigoureux aussi, hein, ça revient effectivement à la question juste avant. Assurez-vous de la qualité de chaque document, comment pouvoir le retrouver facilement et effectivement, est-ce que ce document répond bien aux critères et est-ce que ce document est bien connu des équipes. La mobilisation de tout le monde, la qualité, c'est collectif. Il n'y a pas qu'une seule personne dans la structure qui fait de la qualité, mais tout le monde. Et vous avez bien vu dans les exemples d'éléments de preuve, chacun a ses éléments de preuve à fournir. Donc là-dessus, il n'y a pas qu'une seule personne qui doit connaître où se situe et qu'est-ce qu'il y a dans ces éléments de preuve, mais ça doit bien être une pratique collective. Et du coup, pour résumer, effectivement, une pratique, du coup, non écrite n'est pas faite, mais un écrit non pratiqué n'est pas valable non plus et est totalement inutile. C'est seule l'alliance de ces deux qui va donner finalement toute la force à votre démarche qualité et qui va pouvoir être valorisée dans votre évaluation. Parce que l'objectif de l'évaluation, pour finir et rebondir sur notre première diapo, ce n'est pas une sanction. C'est pour faire un état des lieux à un instant T de votre fonctionnement. Valorisez tout ce que vous faites de bien au quotidien. On ne se connaît pas, mais vous faites forcément plein de choses de bien au quotidien. C'est de pouvoir le valoriser dans cette évaluation et de pouvoir travailler sur les axes de progrès. Parce que comme on le disait aussi au départ, toute structure a des axes de progrès. Merci à vous tous. Tout ça.
Merci à vous tous.